Que dire des examens nationaux, mesdames et messieurs, qui démarrent donc le 5 juin sur toute l'étendue du territoire national. Les écoles professionnelles ne feront pas d'exception cette année, avec une nouvelle touche cette année, la biométrisation et la maîtrise des effectifs. Tous les candidats devront préalablement s'inscrire donc sur la plateforme Parcours Pro. Comment le département prépare-t-il ces évaluations? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin chez les GG sur Radio Espace. Quel bilan de l'année écoulée? On en parle ce matin avec le ministre Alpha Bakar Barry. Il est en direct ce matin chez les GG. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour Lamine, bonjour à tout le monde. Voilà, bienvenue chez les GG sur Radio Espace. Allez-y mon cher Diba. Alors, monsieur le ministre, ces examens de sortie session 2023 sont annoncés. Alors, épreuve théorique du lundi au samedi 10 juin. Et les statistiques, on parle, l'école publique, on parle de 10 401 dons, 4 020 filles, soit 38,65%. École privée, on parle de 14 000, total 24 000 candidats, dont 15 000 filles, soit 60,56%, et 128 filières de formation, dont 65 au public et 63 au privé. On sait que vous avez fait un bond ces dernières années. On voit qu'il y a les gens qui s'intéressent à l'enseignement technique. Dites-nous comment tout cela va se dérouler cette année et qu'est-ce qui est prévu? Bonjour à tous, merci de me consacrer un petit moment sur votre antenne. Je vous propose de parler juste des examens maintenant et puis je viendrai à l'antenne pour faire le bilan. D'accord. Parce que Lamine en a parlé tout à l'heure. Pour la simple et unique raison que j'attends le Premier ministre pour l'inauguration du Centre national de perfectionnement à la gestion. C'est une autre institution d'enseignement de perfectionnement que nous inaugurons ce matin. Allez-y. Pour revenir à votre question de départ, les examens cette année, comme vous l'avez souligné, il y a la participation à la fois du privé et du public, ce n'est pas trop, mais également cette année, avec l'avantage de maîtriser nos effectifs. Donc, nous avons, vous savez, lancé la plateforme Parcours Pro pour justement d'abord biométriser l'ensemble des apprenants du système pour qu'on puisse comprendre et avoir des données afin que l'on puisse se projeter. C'est le premier objectif. Le second, c'est que les coûts ainsi que le matériel qui est déployé pour les examens doit être bien planifié, que si nous connaissons exactement le nombre de personnes qui participent aux examens. Donc cette année, nous savons exactement combien de personnes participent parce que chacun s'est inscrit sur la plateforme et a obtenu ce qu'on appelle un numéro d'identifiant unique. Et ce numéro sera porté sur les nouveaux diplômes qui sont sécurisés. Et cela va permettre justement de rendre assez crédibles les résultats de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le second aspect, c'est que nous avons renforcé la partie pratique. Vous savez que chez nous, il y a 30% de théorie et 70% de pratique. Et le déploiement des sujets, des épreuves pratiques a été coordonné par notre système, par notre service national d'infrastructure et d'équipement scolaire, mais aussi d'ingénieurs qui sont dans notre système, pour que l'on puisse être assez pertinent là-dessus. Si avant, il fallait 10 personnes pour construire un table-banc en termes d'épreuves pratiques en menuiserie, aujourd'hui, vous avez 4 personnes au table-banc et avec un dessin technique bien élaboré auparavant qui va permettre à ces apprenants de vraiment se mettre à la tâche et d'être évalués à juste titre. Cela est valable pour toutes les autres filières. Vous avez remarqué aussi qu'on est passé de 124 à 128 filières. Cela dénote que dans le système et dans ce secteur, il y a de l'intérêt. Vous avez aussi remarqué que le secteur privé de l'enseignement technique, donc les écoles privées de l'enseignement technique, se sont alignés à nos directives. Ils sont avec nous, ils sont même un peu plus nombreux que nous, ce qui est très très bien. Donc nous sommes sereins et nous pensons qu'à partir du 5 juin, les apprenants de l'enseignement technique vont passer des examens en toute sérénité aussi. Monsieur le ministre, tout à l'heure, je crois vous avoir entendu parler de résultats assez crédibles. Ça veut dire que risque zéro ou risque minimisé? Alors c'est nous, je vais vous dire, nous ne sommes pas sur une évaluation sur table systématique. Si vous dites que vous êtes un bon maçon et que vous avez appris la maçonnerie, c'est au pied du mur qu'on va vous tester. Ça veut dire que nous sommes extrêmement proches de la vérité en termes d'évaluation. Ça, c'est dû à la forme pratique de l'évaluation justement que nous sommes en train de mener, qui caractérise l'enseignement technique et la formation professionnelle. Alors, monsieur le ministre, si tu permets, sur la pratique, sur la même lancée, parce que c'est pratiquement 2 semaines d'évaluation, une semaine d'évaluation théorique, une semaine d'évaluation pratique.
N'est-ce pas trop long, monsieur le ministre, pour les candidats? Ou bien qu'est-ce qui fait cette particularité chez vous à l'enseignement professionnel? C'est parce que comme je vous dis encore, nous fournissons des compétences. Nous avons la partie pratique qui confirme la culture générale, l'initiation à certaines matières importantes, à certaines matières de base, comme les mathématiques, la physique et la chimie, etc., pour certaines matières. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que le geste technique est transmis, que l'apprenant connaît. S'il est menuisier, il sait c'est quoi le geste, c'est quoi l'habileté, c'est quoi le matériau qui est utilisé, c'est quoi le matériel qui est utilisé. Et puis, est-ce qu'il sait lire un plan, est-ce qu'il sait l'exécuter? Vous conviendrez avec moi que cela prend du temps. Je pense même que 2 semaines, c'est assez peu. On peut, pour les prochaines années, intégrer l'évaluation dans le cours. C'est-à-dire qu'en début d'année, on peut faire des modules d'évaluation au fur et à mesure qu'on va capitaliser à la fin de l'année. Évaluation continue, si on comprend bien. Alors, l'autre question, monsieur le ministre, vous insistez sur le format pratique. Et on sait, quand on parle de format pratique, c'est aussi des équipements. Et dans beaucoup d'autres écoles, notamment dans les universités, les laboratoires n'existent pas ou n'existent que de nom. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une garantie que vous nous donnez que dans l'enseignement technique et professionnel, les équipements sont vraiment des équipements adaptés et sont disponibilisés? Nous avons trouvé beaucoup d'écoles qui étaient en état de délabrement, mais aussi beaucoup d'écoles qui avaient été rénovées mais qui n'étaient pas équipées. Ce fait a changé, il évolue. Beaucoup d'écoles aujourd'hui sont équipées, beaucoup d'équipements sont commandés et sont là. Maintenant, pour les examens pratiques dont vous parlez, il y a suffisamment d'équipements, il y a suffisamment de matières d'œuvre qui entrent dans la confection justement des modèles, comme on appelle ça, les pièces utiles que l'on va mettre en place pour pouvoir justement mieux évaluer l'apprenant. Donc il y a, je vous rassure qu'il y a suffisamment d'équipements, il y a suffisamment de matières d'œuvre, il y a suffisamment de surveillants et d'encadrants pour justement amener l'apprenant à d'abord s'évaluer lui-même, mais aussi à montrer l'apprentissage qu'il a obtenu durant son passage à l'enseignement technique. D'accord. Monsieur le ministre, c'est vrai, après ces examens de sortie, on sait que beaucoup ont été déversés sur le marché. Et sous d'autres cieux, par exemple, il y a ce qu'on appelle, je ne parle pas de CA, mais il y a ce qu'on appelle le conseil d'études, où les entreprises financent des programmes de formation dans les instituts techniques. Et en retour, lorsque la formation au sorti, ces élèves ou ces étudiants peuvent être recrutés dans ces entreprises-là. Est-ce que vous avez pensé à cela? Parce qu'on constate qu'avec la stratégie de digitalisation que vous êtes en train de développer, vous rendez plus beau l'enseignement technique. Finalement, les jeunes commencent à s'y intéresser. Ça devient intéressant. Vous avez créé de l'intérêt chez les jeunes. Ils commencent à s'y intéresser. Donc, ça veut dire que dans 2 ans, on aura des statistiques assez importantes. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait se battre rapidement pour trouver des débouchés pour tous ceux qui sortent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en discussion avec ces entreprises, ces industriels en Guinée pour trouver en tout cas de l'emploi pour ces jeunes? Nous avons mis en place des mécanismes d'insertion socio-professionnelle en place. Vous savez que ce qui est intéressant, et vous l'avez souligné, c'est d'avoir de la donnée. Aujourd'hui, nous sommes capables de vous dire, à la fin de ces évaluations, on a eu combien de maçons, combien de menuisiers, combien de spécialistes en agroforesterie qui ont eu des diplômes. Nous sommes capables de vous donner leur numéro de téléphone. Parce que ce qui manquait dans le système d'emploi en République de Guinée, c'est l'asymétrie sur le système d'information sur l'emploi. Donc celui qui veut des maçons, aujourd'hui, avant ne savait pas où les trouver. Aujourd'hui, on va à la fois mettre à la disposition du secteur privé, du secteur public, des projets et autres structures qui emploient en République de Guinée de l'information correcte. Combien, si vous avez besoin de maçons, vous avez une liste de maçons qui ont été formés à l'enseignement technique que vous pouvez appeler et procéder à un processus de recrutement. Et d'ailleurs, mieux, notre agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, la GIP, est aujourd'hui outillée pour pouvoir justement accompagner ces jeunes-là dans un processus d'insertion. Et la troisième initiative, vous le savez, c'est Allomètre. Allomètre, c'est un processus qui permet d'ubériser les métiers en Guinée. Donc, à la longue, d'ici la fin de l'année, ce que nous voudrons faire, c'est que si vous composez le 10-10, que vous puissiez avoir accès à un ouvrier, quel qu'il soit,
tout de suite à proximité de votre maison. Là, tout ça, ça concourt à améliorer l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes-là quand ils finissent d'apprendre et quand ils décident de se mettre sur le marché de l'emploi. Maintenant, vous avez aussi les passerelles que nous avons développées avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Les meilleurs d'entre eux, dans certaines filières, auront la possibilité de continuer leurs études à l'enseignement supérieur. Donc ça aussi, c'est une belle avancée pour permettre et encourager à ces jeunes à avancer dans leur vie et dans leur projet professionnel. Alors, monsieur le ministre, peut-être avant de vous laisser partir, vu que vous attendez le PM, un mot sur le village numérique dont la première pierre a été récemment posée du côté de Ratoma. Alors, c'est dans la même veine de faire dans ce moment de mettre la Guinée sur orbite en termes digital, donc de permettre à notre pays de pouvoir participer à l'économie numérique mondiale. Le président de la transition a donc estimé qu'il fallait qu'on mette en place un espace qui va permettre à la fois de former et d'encadrer les jeunes Guinéens dans le domaine du digital, de s'approprier des nouvelles technologies, des nouvelles trouvailles plutôt et des nouvelles innovations qui sont un peu partout dans le monde et de les transmettre au niveau local et pourquoi pas de nous-mêmes amorcer de l'innovation que nous allons transmettre au monde. Bien. Donc c'est un espace, c'est un village comme dans l'option africaine du terme. C'est un village donc qui va accueillir l'ensemble des villageois numériques de la Guinée qui vont avoir quelque chose à proposer au monde. Alors, ça pourrait aller de l'école primaire plus loin ou pas? De la maternelle aux classes ingénieures. Sur les questions, vous avez aussi des espaces d'entrepreneuriat, des espaces laboratoires de recherche, innovation, et vous avez des espaces de type pour toutes les entreprises qui voudront s'installer. Voilà. Et je vais personnellement vous faire cas de l'école nationale d'agriculture d'élevage du côté de Mamou. J'ai visité, j'ai même tourné une émission de ce côté. À Tolo. Mais c'est juste extraordinaire, parce qu'ils sont dans un besoin incroyable, monsieur le ministre. Je pense que vous êtes un peu au courant avec cette dynamique directrice qui nous a reçu de ce côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui est fait de ce côté, mais comme vous allez nous joindre ici lundi à la radio, peut-être on aura le temps d'aborder tout ça. Très bien. Mettez tout ça de côté, je viendrai vous en parler avec beaucoup de plaisir. Les NAE vont devenir des incubateurs agricoles. Si vous êtes parti à Toulouse, vous avez vu des initiatives de jeunes qui sont assez intéressantes là-bas. Exact. Nous voulons bâtir de ça, ouais. Parce que maintenant, ils ont des infrastructures. Avant, ils n'avaient pas les infrastructures que vous avez vues là-bas. Avant, ils n'avaient pas les tracteurs que vous avez vus là-bas. Et aujourd'hui, nous voulons qu'ils sortent. Pas les tracteurs, un seul tracteur, il faut le rappeler. Hein. Voilà, c'est ce que je vis, pas les tracteurs. Voilà. Pas 200 en panne, ils sont incapables de le réparer. On veut leur donner la technique et l'enseignement nécessaire pour pouvoir justement réparer un tracteur, parce que ça a quand même 15 ans un tracteur, ça c'est pas pour 2 ans. Évidemment. Donc tout ça fait partie du renforcement de capacité qu'on apportera à ces écoles-là pour qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent participer à la production nationale. Voilà. Alpha Bakar Barry, monsieur le ministre, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Lundi, il sera avec nous chez les GG sur Radio Espace.